Extrait de la conférence de presse de Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Moscou, 27 février 2025. Sur la crise ukrainienne. Les combattants ukrainiens poursuivent leur terreur contre la population civile et les infrastructures civiles des régions russes. L'analyse des documents d'archives des années 1940 publiés par le FSB de Russie témoigne que les néo-nazis ukrainiens dans la région de Koursk commettent des crimes de guerre similaires aux représailles de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les envahisseurs hitlériens fusillaient et brûlaient vifs des civils. Le 19 février 2025, dans le village de Kolikalino dans la région de Belgorod, un bus de service a été attaqué par un drone ennemi. Un civil est mort et une femme a été blessée. Le même jour, dans le village d'Oktyabrski, 2 personnes ont été blessées par des frappes de drone. Le 24 février, dans le village de Tishanka, une personne a été blessée. Dans les localités de la RPD, du 18 au 24 février, 2 civils sont morts et au moins 19 ont été blessés, dont 2 fillettes de 11 ans, à cause des bombardements de drones des forces armées ukrainiennes sur les quartiers résidentiels. Dans la région de Zaporojie, à la suite des frappes de drones sur des véhicules civils les 18 et 19 février, un civil et une employée des services d'ambulance ont été blessés. Un témoin de Novogrodovka libéré, RPD, a informé les militaires russes que les forces armées ukrainiennes avaient abattu 4 enfants qui tentaient de s'échapper. Tous ont été tués. Les soldats ukrainiens ont également ouvert le feu sur d'autres civils. Les tribunaux russes continuent de prononcer des verdicts contre les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires pour leurs crimes de guerre. Les militaires ukrainiens du bataillon nationaliste Azov, Boudikov, Atokar et Gematyushin ont été condamnés à de longues peines d'emprisonnement. Entre le 17 et le 25 mars 2022, ils ont tiré depuis Mariupol au moins 40 coups avec un obusier D30 de calibre 122 mm sur le village de Stary Krim. Le membre d'Azov, M. Melnikov, a écopé de 24 ans de prison pour avoir abattu un civil avec une mitrailleuse légère dans une pharmacie de Mariupol en mars 2022. Le mercenaire géorgien M. Gonyadze a été condamné à 14 ans de prison. Une affaire pénale a été transmise au tribunal concernant des membres d'Azov, le commandant de la batterie de mortier Inozhechkin et le tireur Oyakovenko. L'enquête a établi qu'en mars 2022 à Mariupol, Inozhechkin a donné l'ordre criminel de bombarder le village d'Agrobaza et son complice l'a exécuté avec ses camarades. En conséquence, 2 maisons privées, dans les sous-sols desquelles s'abritaient des civils, ont été endommagées. Les combattants de la 22e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes S. Botchenko, V. Malchenko, S. Litvinenko et S. Bilichenko, arrêtés le 13 août 2024, ont été reconnus coupables d'actes terroristes contre la population civile et les militaires russes dans la région de Koursk. Ils ont été condamnés à des peines de 15 à 16 ans d'emprisonnement. Les néo-nazis ukrainiens du 64e bataillon d'infanterie de la 44e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes P. Oleksiuk, S. Gorbachenko, IOU, Andrechenko et Geliachenko, arrêtés par nos soldats, ont été condamnés aux mêmes peines. Dans le village de Snagost du district de Koronovo de la région de Koursk, ils terrorisaient les habitants locaux, occupaient des maisons privées et ouvraient le feu sur les militaires russes et les civils. Les pilotes des forces armées ukrainiennes des Chimansky et à Morozov risquent jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Selon l'enquête, en avril 2023, ils ont violé l'espace aérien russe à bord d'avions légers A-22 pour larguer de petites bombes aériennes sur une raffinerie de pétrole dans la région de Bryansk, mais n'ont pas pu accomplir leur mission. Un Morozov a été arrêté près de la frontière avec l'Ukraine. Son avion s'est accroché à une ligne électrique. Et Deshimansky a été appréhendé dans la région de Tula, où il a atterri. Les 2 pilotes sont passés aux aveux. Dans la ville libérée de Krasnogorovka, RPD, par les militaires russes, une cache minée contenant des icônes orthodoxes et des biens religieux volés par les bandéristes dans l'église locale a été découverte. Pour effacer les traces du crime, ils ont tenté de la détruire au moment où nos soldats évacuaient les objets de valeur trouvés. Ce fait témoigne une fois de plus de façon éloquente du véritable visage moral des combattants et des commandants des forces armées ukrainiennes. Les forces de l'ordre russe poursuivront leur travail pour traduire en justice les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires étrangers pour crimes de guerre et autres crimes. La politique déclarée par Washington visant à parvenir à un règlement pacifique de la crise ukrainienne est devenue un coup de tonnerre dans le ciel néo-nazi dégagé pour l'Union européenne. Tout allait bien, c'est ce qu'ils pensaient.
Il versait des millions au régime de Kiev. Et celui-ci, étant un instrument de l'Occident collectif, infligeait une défaite stratégique à la Russie. Des gens mouraient, des civils périssaient. Et soudain, le dirigeant principal, les États-Unis, change de stratégie et déclare qu'il faut négocier la paix. Les Européens se sont agités pour tenter de trouver une réponse à une question clé pour eux. Que faire en cas de refus des États-Unis de poursuivre l'aide militaire à Kiev et où trouver l'argent pour que les forces armées ukrainiennes poursuivent les opérations militaires? C'est précisément à ces questions, et non à d'autres, qu'a été consacrée la réunion d'urgence à Paris le 17 février des dirigeants de l'Allemagne, du Royaume-Uni, du Danemark, des Pays-Bas, de la France, de l'Italie, de l'Espagne et de la Pologne, c'est-à-dire des pays qui sont les principaux fournisseurs d'armes au régime de Kiev. D'autres représentants de l'Union européenne et de l'OTAN les ont rejoints. Mais cela n'est pas allé au-delà des mots. À peu près le même tableau a été observé lors d'une réunion similaire que le président français Emmanuel Macron a convoquée en urgence le 19 février de cette année. Il a invité les dirigeants de la Belgique, de la Grèce, de la Roumanie, de la Lettonie, de la Lituanie, de l'Estonie, de la République tchèque, de la Finlande, de la Suède, du Canada et de la Norvège. Les deux événements ont démontré l'existence de sérieux désaccords dans le camp occidental, qui s'est avéré ne pas être prêt à réagir de manière adéquate à une situation qui change rapidement et ne peut pas élaborer une approche unifiée dans des conditions où l'administration de Donald Trump a effectivement rejeté la résolution des problèmes de sécurité de l'Ukraine sur l'Europe occidentale. La seule chose sur laquelle les alliés de l'UE et de l'OTAN se sont mis d'accord, c'est la nécessité d'une aide continue au régime de Vladimir Zelensky, sans tenir compte des partenaires américains. Cependant, les sources de financement n'ont pas été déterminées. Les tentatives des lobbyistes scandinaves et baltes de le faire par la confiscation des avoirs russes gelés se sont heurtées à la résistance ferme des puissances européennes qui ont eu peur de prendre une telle mesure. Ils l'ont expliqué par le fait qu'après cela, personne ne les considérait sérieusement comme un lieu de placement de leurs propres actifs. Le 24 février, un sommet international en soutien à l'Ukraine s'est tenu à Kiev, coïncidant avec le 3e anniversaire du début de l'opération militaire spéciale. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa y ont participé. Ils étaient accompagnés de presque tous les commissaires européens, des dirigeants de la communauté occidentale russophobe des pays baltes, du Canada, du Danemark, de l'Islande, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède, etc. Il n'y avait pas de délégation officielle des États-Unis. Parmi les invités, on a également aperçu l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson. Celui-là même qui, ayant forcé le régime de Kiev à renoncer aux négociations en 2022, a condamné les citoyens ukrainiens à la mort. Il est apparemment venu pour s'assurer que son idée de guerre jusqu'au dernier Ukrainien est toujours vivante et que tous les Ukrainiens en sont tombés victimes. Les faucons qui se sont envolés vers Kiev ont multiplié les déclarations sur l'octroi de nouveaux paquets d'aide militaire, promettant avec emphase de ne pas abandonner l'Ukraine à son sort. Peu importe qu'ils aient fait la même chose il y a de nombreuses années, poussant d'abord les citoyens ukrainiens vers l'Euromaïdan, vers des coups d'État anticonstitutionnels, puis vers la confrontation civile et à travers une chaîne de provocations, plongeant le pays dans l'abîme du conflit. Ursula von der Leyen a assuré que dès mars, l'Union européenne transférerait au régime nazi une nouvelle tranche de 3,5 milliards d'euros. La contribution maximale était prévisiblement promise par le Royaume-Uni et le Canada, à savoir 5,6 et 5 milliards de dollars respectivement. L'Espagne, la Norvège, le Danemark et la Suède s'efforçaient de ne pas être en reste, prêts à allouer ensemble environ 1,8 milliard d'euros. La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a tenté de surpasser ses collègues dans sa rhétorique anti-russe. Le 24 février, elle a déclaré que la garantie de sécurité la plus solide et la moins coûteuse pour l'Ukraine serait son adhésion à l'OTAN et que l'Alliance elle-même ne ferait que bénéficier de l'adhésion dans ses rangs de l'armée la plus forte d'Europe, a-t-elle déclaré faisant allusion aux forces armées ukrainiennes. Ce faisant, manifestement pour l'illustration, elle a montré le drapeau de la 36e brigade d'infanterie de marine des forces armées ukrainiennes qui lui a été offert, une unité qui a participé au combat à Mariupol et à l'attaque de la région de Koursk. Ce n'est même pas du cynisme, c'est déjà de l'immoralité criminelle non dissimulée. Tout cela témoigne du fait que les mondialistes du parti de la guerre continuent de s'accrocher à une politique de confrontation, se préoccupant exclusivement des intérêts de leur propre jardin d'Éden.
Vladimir Zelensky s'est également distingué par de nouvelles déclarations sur le thème de l'hypothétique adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Tout a commencé par un grand nombre d'événements, de réunions avec les mêmes participants, avec des discours clichés, des allocutions et des déclarations, des slogans absolument absurdes. Tout cela pour montrer que les choses ne vont pas aussi mal qu'elles le sont en réalité. Tout le monde comprend la réalité. Ils prétendent que quelque chose peut encore être réparé, que tout n'est pas encore décidé, qu'on peut encore en quelque sorte se maintenir à flot. Mais le fait est que la situation est sans issue pour eux. Dans son discours lors du sommet international mentionné à Kiev le 24 février, Vladimir Zelensky a déclaré « Si l'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine, pour notre peuple, reste fermée à l'avenir, alors nous n'avons pas d'autre choix que de construire l'OTAN en Ukraine. Pas d'autre choix que d'assurer un tel financement, de tels contingents, une telle production de défense qui signifieront une paix garantie. » Kiev a l'intention de réaliser cette construction aux frais des Européens. Cependant, les régimes d'Europe occidentale ne le disent pas à leurs citoyens. Je voudrais rappeler que c'est ainsi que tout a commencé. C'est ce qui a servi de déclencheur pour que la confrontation intra-ukrainienne devienne un problème de sécurité pour tout le continent. C'est le moment où l'on a commencé à faire de l'Ukraine un avant-poste de l'OTAN. De quelle paix peut-on parler si de telles idées prévalent? L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN signifierait une escalade brutale et incontrôlée du conflit avec de graves conséquences pour la sécurité mondiale. Nous voudrions souligner une fois de plus qu'une solution véritablement juste et durable au conflit est impossible sans l'éradication complète et irréversible de ses causes profondes. L'une des principales était la violation par l'Occident des promesses de ne pas élargir l'OTAN et l'absorption par l'Alliance de tout l'espace géopolitique jusqu'aux frontières russes. Un spectacle fantastique a été mis en scène pour cette visite des bureaucrates européens. Essayons de rendre la légitimité à Vladimir Zelensky. Il s'agit du Parlement ukrainien, de ce qui s'y est passé les 24 et 25 février. Je ne vais pas le commenter car c'est un spectacle surréaliste. Mais ce spectacle a un objectif, il consiste à détourner l'attention des citoyens ukrainiens du fait que l'âge de la conscription continuera à être abaissé. La situation des forces armées ukrainiennes continue de s'aggraver. On ne le dit pas aux Ukrainiens. On ne leur montre que des commerciaux, des hauts fonctionnaires bruxellois qui promettent de l'argent et un avenir radieux. Ils devraient regarder la vie par la fenêtre, et non le cinéma que diffusent les membres de l'OTAN. Qu'ils parlent des pertes croissantes en personnel dans les forces armées ukrainiennes. Mais au lieu de cela, une tactique complètement différente est utilisée. Sous la pression des Occidentaux, la junte de Kiev songe à élargir la base de mobilisation en recrutant des jeunes de 18 à 25 ans. À la mi-février de cette année, une nouvelle forme d'appel pour les jeunes hommes ayant atteint l'âge de la majorité a été annoncée sous forme de contrat d'1 an pour les volontaires. Il faut comprendre qu'en signant les conditions imposées, les jeunes recevront un ticket aller simple. Le choix qui leur est offert se limite à 6 brigades d'infanterie en première ligne. Ce ne sont pas des cours de formation à la conduite de drones. Ce ne sont pas des technologies informatiques utilisées dans le cadre des cybertroupes. Non, je répète, car c'est important, ce sont 6 brigades d'infanterie de première ligne. Pour un profane, pour un civil, il n'est peut-être pas clair de quoi il s'agit. Pour les personnes ayant effectué leur service militaire obligatoire ou comprenant ce qu'est une brigade d'infanterie, il est évident que pour ces jeunes qui seront capturés en Ukraine, ce sera un hachoir à viande instantané et terrible. Ils seront envoyés à l'abattoir. Dans ce contexte, les éliminateurs du secteur droit, comme le rapportent les réseaux sociaux, sont allés encore plus loin. À Dnipropetrovsk, ils ont affiché des annonces pour recruter dans leur rang des adolescents de 14 ans qui doivent se préparer à tuer les ennemis. Le mécanisme de la guerre lancé sur l'initiative des superviseurs occidentaux vise à assainir complètement l'Ukraine, à la priver de ses générations futures. Pourquoi faire? Pour qu'il soit plus facile de la démanteler. Ils ont justement besoin de moins de personnes qui réfléchissent et sont capables de riposter. C'est là-dessus qu'ils misent. Les montants des pots de vin reçus par les commissaires militaires de la part des réfractaires, cités par un député ukrainien, sont révélateurs. Si l'État leur verse en moyenne $100 par recrue, le prix pour être relâché dans la rue est de 5 cents. La libération du bâtiment du commissariat militaire coûtera en moyenne $3000. Et dans un centre de formation, ce sera $7000. Avec la fin prévue des reports de mobilisation à partir du 28 février, les prix vont monter en flèche.
Les malheureux qui ne peuvent pas se racheter et ne veulent pas mourir pour la junte de Kiev sont souvent confrontés à la mort par les détachements de barrage des forces armées ukrainiennes. Un combattant de la 3e brigade d'assaut des forces armées ukrainiennes a récemment raconté à la télévision ukrainienne sa riche expérience de l'élimination de compatriotes mobilisés sur différents secteurs du front. Tous les faits susmentionnés et suivants indiquent que les objectifs de l'opération militaire spéciale n'ont pas été déclarés en vain. Comme l'ont déclaré à plusieurs reprises les autorités russes, ils seront accomplis. En conclusion, les déclarations de Maria Zakharova offrent une perspective intéressante sur la dynamique actuelle entre la Russie, l'Ukraine et l'Occident. Selon vous, la Russie et l'Ukraine peuvent-elles réellement parvenir à un accord de paix, ou l'escalade est-elle inévitable? Et que doit faire l'Occident pour éviter une guerre prolongée? Je vous invite à partager vos opinions et à participer au débat dans les commentaires. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.